Bonjour à tous et bienvenue dans ce MOOC consacré à la distillation initiale de pétrole brut. La distillation est le procédé de départ des opérations de raffinage du pétrole brut. En effet, l'intégralité du pétrole de la raffinerie passe par la distillation. Dans ces vidéos, nous évoquerons les caractéristiques importantes des différents bruts pour le procédé de distillation. Pour ce faire, nous parlerons des éléments majoritaires qui constituent le pétrole brut, ainsi que des éléments minoritaires qui ont leur importance pour le bon fonctionnement du procédé. Nous verrons ensuite le procédé en détail, le bilan matière, le bilan chaleur et l'optimisation énergétique du procédé. Prêt? Alors, c'est parti! Le schéma de raffinage global peut se représenter avec ce schéma général. On voit sur ce schéma que la distillation est le point de départ du raffinage. La distillation est un procédé de séparation qui conduit à la production de naphta, kérosène, de gazole et d'une coupe dite résidu. On verra que ce procédé requiert beaucoup d'énergie et nous détaillerons les moyens d'optimiser cette consommation d'énergie. On verra aussi que ce procédé requiert une étape de dessalage pour gérer la corrosion générée par les espèces associées au sel présent dans le brut. Avant de rentrer dans le détail du procédé, faisons un zoom sur les différents bruts et leurs caractéristiques. Avant tout, le pétrole brut est constitué de deux éléments majoritaires, le carbone pour environ 85% poids et l'hydrogène pour environ 13% poids. Viennent ensuite les éléments présents dans le brut de l'ordre du pourcent poids. Il s'agit du soufre et de l'azote. Enfin, finissons par les éléments minoritaires. Il s'agit des métaux. Ces métaux vont être présents sous forme de deux grandes familles. Les métaux associés aux hydrocarbures, et là on retrouve principalement le nickel et le vanadium, et dans une moindre mesure le fer, le mercure, le plomb, etc. Et les métaux associés au sel de chlore. Il s'agit du sodium, du calcium et du magnésium. Ils sont présents sous la forme de NaCl, CaCl2 et MgCl2. La teneur en métaux associés aux hydrocarbures varie typiquement entre 5 et 500 ppm. Pour ce qui est des métaux associés au sel, on raisonne en équivalent chlore. Cette teneur, qui englobe les sels de sodium, magnésium et calcium, varie entre 20 et 350 ppm. La répartition entre ces sels est présentée sur la figure ci-contre. On voit que le sel majoritaire est le NaCl, qui représente 70 à 80%. Mais est-ce grave d'avoir des sels de chlore dans le brut? Dans les faits, au-delà de 40 ppm, ces sels posent des problèmes d'encrassement dans le train d'échange. Et, à haute température, ils peuvent s'hydrolyser pour former de l'HCl, ou acide chlorhydrique, et au final créer des sévères phénomènes de corrosion du fait de l'acidité de l'acide chlorhydrique. Avant d'entrer dans le procédé en lui-même, réalisons ensemble une expérience. Si on prend une fiole de pétrole et qu'on la chauffe, voici ce qui va se passer. On va commencer par vaporiser les molécules les plus légères, c'est-à-dire le C1 et le C2, puis le C3 et le C4, que l'on appelle GPL. Enfin, à une température de l'ordre de 30 degrés, on va vaporiser le naphta, et ce, jusqu'à 150 degrés. Entre 150 et 250 degrés, on va vaporiser une coupe que l'on appelle kérosène. Puis, à une température entre 250 et 300 degrés, on vaporisera la coupe gasoil léger. Puis, entre 300 et 350 degrés, la coupe gasoil lourd. Dans les faits, vers 380 degrés, on doit arrêter l'expérience puisque du fait de la température, les molécules commencent à craquer et produisent des molécules légères, de type éthane, méthane, butane, propane. Ce qui n'est absolument pas l'objectif de la distillation. À 380 degrés, il reste dans le fond de la fiole une coupe que l'on appelle résidu. Si on retranscrit en termes de chaîne carbonée le graphe ci-contre, on voit que le naphta concentre les molécules ayant entre 5 et 10 atomes de carbone, le kérosène entre 10 et 15, et enfin le gasoil, les molécules entre 15 et 20. Le résidu, quant à lui, concentre les molécules à très haut nombre d'atomes de carbone. Cette température de transition de 150 degrés que l'on vient d'évoquer entre le naphta et le kérosène, c'est ce que l'on appelle dans le jargon du raffineur un point de coupe. En effet, si on prend l'exemple précis de ce brut de mer du Nord et qu'on le coupe au couteau à 150 degrés, on va récupérer environ 22% poids de naphta. Il suffit pour ce faire de lire sur la courbe de distillation la quantité récupérée à 150 degrés. Faisons le même exercice avec le kérosène et coupons le brut à 250 degrés. On voit qu'on va en récupérer environ 41% au total, soit 41 moins 22% de naphta égale
19% de kérosène. Même exercice avec le gasoil léger, on en récupère 49%. À ces 49%, il faut soustraire les 41% de naphta plus kérosène, soit 7% de gasoil léger. Enfin, pour le gasoil lourd, à 350 degrés, il en restera 11%. Le résidu atmosphérique représente, quant à lui, 40% du brut. Bien entendu, cet exercice n'est valable que pour un brut donné, à savoir ici un brut de mer du Nord. Si on avait pris un brut différent, on aurait trouvé des quantités différentes. Concernant la partie hydrocarbures, les pétroles bruts, selon leur origine, contiennent naturellement une teneur très variable en GPL, naphta, kérosène et résidus. La teneur en GPL, C3C4, varie entre 0,2 et 3,5% poids du brut, avec une moyenne de l'ordre de 1,5% poids. La teneur en naphta moyenne est de l'ordre de 15%, quand celle en kérosène est de 14%. Celle en diesel est de 28% et pour finir, celle en résidus de l'ordre de 42%. Prenons maintenant un exemple d'une raffinerie qui traiterait 500 tonnes par heure de brut. On sait qu'avec les points de coupe que l'on a sélectionnés, on va pouvoir produire environ 112 tonneurs de naphta, 94 tonneurs de kérosène, 37 tonneurs de gazole léger, 56 tonneurs de gazole lourd, et on produira environ 200 tonnes par heure de résidus atmosphériques. Mais vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi prend-on ces points de coupe de 150, 250, 300 et 350 degrés? Est-ce toujours le cas? Peut-on augmenter ou baisser pour faire davantage de kérosène ou moins d'essence? Nous répondrons à toutes ces questions dans les vidéos prochaines. Si le procédé de séparation par distillation était parfait, on obtiendrait donc une séparation telle que représentée sur ce graphe. Chaque produit ayant la courbe de distillation coupée au couteau ou encore parfaitement au point de coupe que l'on s'est fixé auparavant, mais certes de façon arbitraire. Le but de la distillation atmosphérique est de séparer le brut en ses différentes coupes à échelle industrielle. On va utiliser la différence de température d'ébullition des molécules présentes dans le brut pour ce faire. Rendez-vous dans la seconde vidéo pour voir la mise en œuvre industrielle du procédé. A très bientôt et n'hésitez pas à tester vos connaissances en répondant au quiz. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour la seconde partie.